Are you willing to move forward with an aid package for Ukraine if you're Speaker? I'm against that. The most pressing issue on Americans' mind is not Ukraine. It is the border situation, and it is crime on the streets. It does worry me, but I know there are a majority of members of the House and Senate in both parties who have said that they support funding Ukraine. It's critically important for the United States and our allies that we keep our commitment. Malgré ce qu'a dit le président Biden, un candidat à la succession de Kevin McCarthy, que vous venez d'entendre, Jim Jordan, est contre l'aide financière à l'Ukraine. Et s'il devait être élu, peut-être que ça met en péril cette aide et ça peut avoir des impacts jusqu'en Ukraine. Alors, je me suis entretenue tout à l'heure avec Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis, qui vient de publier son plus récent ouvrage, La plus résistante de toutes. On écoute. Nicole Bacharan, bonsoir, bienvenue à 24/60. Toujours un plaisir de vous accueillir. Quel chaos à Washington. Les républicains sont ingouvernables. J'imagine que vous le saviez déjà, mais quelles seront les conséquences de cette crise à la Chambre des représentants sur l'aide à l'Ukraine? On vient d'entendre M. Biden qui dit « Oh, j'ai confiance, la majorité des représentants vont vouloir aider l'Ukraine ». Mais l'extrême droite en fait la clé de sa négociation pour l'élection d'un futur président de la Chambre. Absolument, c'est le chaos et c'est la paralysie totale. Parce qu'une Chambre sans speaker ne peut pas fonctionner. Le speaker est un personnage normalement très puissant, et notamment pour établir l'agenda, présenter les lois, décider laquelle a priorité, laquelle au contraire est mise sur le côté. Tout ça, c'est le rôle du speaker. Et tant que la Chambre n'a pas de speaker, elle ne peut rien voter, ni le budget, ni l'aide à l'Ukraine, ni quoi que ce soit. Et c'est une situation... certes, où on sentait que l'extrême droite des Républicains voulait aller, mais c'est une première dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé qu'un speaker soit évincé, et qui plus est, évincé par son propre camp. Par 8 enfants républicains. Qu'est-ce que ça nous dit sur les négociations à venir? Parce que le vote aura lieu la semaine prochaine. Jim Jordan le vient d'annoncer, sa candidature. Scalise annonce la sienne. Est-ce qu'on doit penser qu'on n'arrivera pas à s'entendre sur un président qui voudrait continuer à soutenir l'Ukraine, selon vous? C'est extrêmement difficile de prévoir quoi que ce soit, puisque vous avez une vingtaine, disons, d'élus d'extrême droite à la Chambre. Alors seulement 8 ont voté pour évincer le speaker, mais ils sont en gros une vingtaine dont le projet n'est pas de gouverner, n'est pas de construire des compromis, même difficiles, parce que c'est le rôle des gouvernants de construire des compromis, et qui veulent vraiment semer le chaos, obtenir des situations dramatiques, comme un shutdown, comme la paralysie de la Chambre, comme la fin de l'aide à l'Ukraine, pour en quelque sorte, j'ai envie de dire, préparer le chemin pour Donald Trump, qui peut arriver en disant, vous voyez, le gouvernement ne fonctionne plus, les États-Unis sont incapables de gérer quoi que ce soit, et moi j'arrive, je suis le sauveur. Ce qui, est le meilleur cadeau à faire et à Donald Trump et à Vladimir Poutine derrière. Oui, parce que ce chaos-là, ou cette division-là, ou cette révolution de palais envoie un message à la Russie qu'il y a un risque qu'on n'aide pas l'Ukraine. Et ça, c'est sans les États-Unis, l'Ukraine peut-elle encore gagner cette guerre? C'est tout. Ça semble en tout cas impossible. Donald Trump se vante de s'il était au pouvoir, il mettrait fin à cette guerre en 24 heures. C'est vraiment une chose insultante à dire, tellement c'est absurde. Aucun président américain n'aurait le pouvoir d'obliger les Ukrainiens et même les Russes à déposer les armes. Mais c'est vrai que cette question de l'aide à l'Ukraine, elle est malheureusement utilisée comme un outil de manipulation pour l'extrême droite qui, à chaque discussion, dit « Ah oui, mais on ne peut rien faire pour tel groupe social, on ne peut rien faire contre les déficits, on ne peut rien faire pour sécuriser la frontière parce qu'on paye pour l'Ukraine ». Or, le montant de l'aide américaine à l'Ukraine, ça représente 0,3% du PIB américain. Donc c'est beaucoup d'argent, mais c'est très très peu et ça, dans la grosse machine américaine. Mais on sait qu'au Kremlin,
ces débats internes aux États-Unis sont observés de très près et que le projet du Kremlin, aidé par les services de renseignement, les services de désinformation, c'est d'obtenir la fin de l'aide à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut soupçonner une ingérence russe auprès de cette extrême droite ou de la population qui serait séduite par leur argumentaire? Moi, je n'ai aucun doute et les services américains n'ont aucun doute. Alors, de quelle manière cette ingérence se fait? Ça n'est pas du tout publié, mais on sait que ça a eu lieu en 2016, ça a eu lieu en 2020. Entre-temps, les services de désinformation russes et chinois d'ailleurs sont devenus beaucoup plus habiles et ils agissent en soutenant ou des personnalités ou des partis ou des groupes pro-russes, en Europe d'ailleurs aussi ou en Amérique du Nord. Et ils agissent également à travers tous les outils de l'intelligence artificielle, de la distribution des fausses informations sur les réseaux sociaux et peut-être même plus encore que la désinformation, c'est directement la volonté de semer le doute, de semer le chaos. Et le chaos, c'est ce à quoi on assiste. Donc ingérence russe à un moment, forcément, parce que ça a été dit encore aujourd'hui par Peskov, le responsable russe, ils attendent la fin de l'aide à l'Ukraine de la part des États-Unis puis de l'Europe. C'est incroyable. En fait, l'Europe, est-ce que vous voyez des fissures? Du côté de la Slovaquie, on est prêt à offrir de l'aide humanitaire, mais rien de plus. Donc, le message de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment se rend à l'Europe. Et quelle est la réaction en Europe? Alors, c'est vrai qu'en Europe, on sent quand même que l'aide à l'Ukraine, ça tient. Qu'il y a une conscience forte que l'Ukraine, c'est l'Europe. Autant, il y a 2 ans, certains en Europe avaient le sentiment que c'était loin, que c'était vers l'Est, on ne savait pas trop où. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, très clairement, on ressent que l'Ukraine, c'est l'Europe. Et pour le moment, le soutien est bien là. La Slovaquie, c'est vrai, bon, elle n'a pas de majorité à l'extrême droite, mais il y a une forte avancée. Ceci dit, ils ont livré tout ce qu'ils pouvaient en matière d'armes et de munitions. Ils n'ont plus rien. Donc, d'une certaine manière, ça ne changera rien. Les déclarations un peu fracassantes en Pologne, on est dans une période électorale, dans 10 jours il y aura le vote, le langage ensuite ne sera peut-être pas tout à fait le même. Et on voit notamment en matière de financement d'ailleurs que par rapport à leur PIB, les pays qui donnent le plus sont la Norvège, les pays baltes, les pays de l'Est, les pays qui vraiment se sentent menacés et qui se disent que si on laisse tomber l'Ukraine, ce sera une première marche vers le reste de l'Europe pour Vladimir Poutine. Bon, et ça, c'est loin d'être encourageant, en effet. Je ne veux pas qu'on se quitte sans parler très brièvement de la situation de Trump et les sondages face à Biden. C'est soit serré ou Trump l'emporte haut la main, mais il est retenu au tribunal civil depuis 3 jours. Si on coupe le robinet de ses finances, c'est la fin de Trump pour vous ou pas? C'est plus difficile pour lui, c'est évident. C'est plus difficile, mais malgré tout, les critiques qu'on peut lui porter, il est très habile dans ce genre de situation. Il transforme chaque procès en argument électoral pour dire « je suis une pauvre victime, on veut me faire taire parce que je représente les vrais Américains ». Mais c'est vrai que maintenant et dans les mois qui viennent, on va voir un télescopage en somme entre le calendrier des primaires, le calendrier de la campagne et de l'autre côté, le calendrier judiciaire où il va être retenu au tribunal pas mal de fois. Donc ça va le gêner, mais chez les Républicains, il est très largement en tête. Et d'ici novembre 2024, il peut se passer beaucoup de choses, mais pour l'instant, Biden-Trump sont au coude à coude. Au coude à coude et en rematch bientôt. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. C'est toujours fort éclairant. À bientôt. Au revoir. À bientôt.